correction. La semaine dernière, je n'ai pas tourné de vidéo. J'ai eu un petit souci d'ordre vocal, j'ai perdu ma voix. Donc il était très difficile pour moi de pouvoir émettre un son. Donc nous allons faire ce qui était prévu la semaine dernière, c'est-à-dire parler de l'auteur Toshikazu Kawaguchi. Alors j'ai pris les trois livres de cet auteur qui se suivent en fait, même si les personnages sont différents, le thème central est le même. Donc on va commencer par le premier qui est Tant que le café est encore chaud. De toute façon, je vous mettrai les titres en description. Alors, comment vous parler de cet auteur? Alors, c'est pas du policier, c'est pas du thriller. Cet auteur-là, c'est un conteur. Voilà. Un formidable conteur. Donc, au départ, on a un peu de mal à rentrer dans l'histoire, parce qu'il faut poser un petit peu toutes les bases et c'est assez long. Mais une fois qu'on est pris dans l'histoire, voilà, c'est un émerveillement. Moi, j'ai trouvé. Je ne vais pas dire que j'ai adoré ou aimé, je me suis laissée embarquer. D'ailleurs, j'ai lu les trois, donc quand je commence un livre, je le finis. Généralement, même si je le trouve très embêtant. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie avec Madame Bovary de Gustave Flaubert. C'est un livre qui, si vous saviez comme j'ai souffert, je suis allée jusqu'au bout. D'ailleurs, j'ai jamais mis les pieds à Rouen, je ne mettrai jamais les pieds à Rouen. Ça m'a tellement bouleversée, d'ennui. Mon Dieu. Donc, revenons à Toshikazu Kawaguchi, Tant que le café est encore chaud. Alors, c'est un roman qui se déroule dans un petit café de la banlieue de Tokyo. Le petit café, il se nomme Funiculi Funicula. Ne me demandez pas ce que ça veut dire parce que je n'en ai aucune idée. Et ce petit café a une particularité, c'est-à-dire qu'il est possible de voyager dans le temps en buvant une tasse de café. Alors, c'est soumis à certaines règles, forcément. On ne peut pas non plus débarquer, s'asseoir, boire un café et partir dans le passé. Donc, il faut une table bien définie. Il faut boire un café avant que celui-ci ne refroidisse. Et surtout, vous ne pouvez rencontrer la personne dans le passé que si cette personne est déjà venue dans ce café. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, on va voir dans ce premier tome, en fait, on va suivre l'histoire de 4 femmes qui ont perdu quelque chose dans le passé et qui vont tenter de le retrouver. Alors, il y a une autre règle aussi qui est que vous ne pouvez pas changer le passé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'effet papillon. Vous ne pouvez pas influer sur le passé pour que celui-ci change le futur. Alors ça va parler de deuil, vous vous en doutez, mais la principale, je vais dire, raison va être l'acceptation. C'est joliment écrit, c'est doux amer, ça représente la vie en fait, et les turpitudes de la vie. C'est-à-dire que ces récits-là, enfin ce récit, celui-ci et puis le café du temps retrouvé, puisqu'il se déroule dans le même café, avec d'autres personnages. Mais ces récits en fait vont explorer l'acceptation du passé, la valeur des liens humains et l'apaisement intérieur que l'on va pouvoir ou devoir trouver par rapport à tout ce qui a pu se passer par le passé. C'est-à-dire qu'on va faire appel à un certain nombre de choses. On va y revenir. Donc,
souvent, on va y aller pour trouver, ça va être le thème principal, un proche qui est disparu, hein, donc on va être confronté à la douleur de cette disparition, à tout ce qui va faire, en fait, tout ce qu'on connaît dans un deuil. C'est centré sur ça d'ailleurs, hein, sur cette douleur brute du regret, en fait, voilà, parce que qui dit disparition brutale dit regret, forcément, ça va avec, je pense. Donc, la possibilité aussi de modifier le passé. Les histoires vont être tentées de beaucoup de mélancolie. Ça va mettre la lumière sur des émotions primaires, comme la tristesse, la peur. La peur, on est confronté à de la peur quand voilà, ça nous ramène fatalement, quand on perd quelqu'un, cette peur de disparaître nous aussi, ou que cette personne disparaisse totalement puisqu'elle ne va vivre, et elle ne vivra plus que dans nos souvenirs. Donc c'est très je vais dire c'est très beau parce que c'est une exploration intimiste de l'être humain, de toutes ses émotions. Moi en le lisant, je me suis retrouvée un peu dans cette expectative de me dire oui, voilà, j'aurais eu ce café à côté, outre le fait que j'adore le café. Forcément, on a envie de se dire oui, si j'avais ce café à côté et cette possibilité de voyager dans le passé, ne serait-ce que pour revoir des personnes ou des situations, je pense que personne n'y résisterait. Mais je pense que de prime abord, on occulte le fait de ne pas pouvoir changer le passé. Certains personnages vont y être confrontés, en réalisant qu'on ne peut justement pas changer le passé. Donc il ne faut pas oublier que ça se passe au Japon. Le Japon a une différence culturelle avec nous, et ils n'ont pas le même rapport à la disparition et on va dire ils sont plus dans un, je ne vais pas dire un culte de la personnalité, mais ils vénèrent leurs disparus, chose que nous ne faisons plus depuis un certain temps. Donc il y a toujours ces personnes sont toujours présentes parce qu'il y a une photo, il y a toujours une photo d'un être disparu, d'un être cher disparu dans la maison, dans une pièce principale, et donc on vit un peu avec eux. Donc quelque part, on n'a pas ce même rapport que eux ont avec leurs disparus. Alors, ça va beaucoup passer par les souvenirs, sur le fait aussi, le questionnement de se dire, ben voilà, je n'ai pas eu la chance de dire ça, donc le fait de revoir quelqu'un, tout en sachant qu'on est dans le passé, donc lui dire les choses, mais en sachant que ça ne va pas changer l'avenir, c'est-à-dire que cette personne ne va pas être là ou ne va pas revivre, c'est-à-dire que cet impact-là, il faut bien le matérialiser en disant, voilà, je peux avoir une conversation avec un défunt, peut-être lui dire ce que je n'ai pas eu le temps de lui dire ou l'occasion de lui dire. Mais ça va être un sentiment à sens unique, puisque ça concerne le survivant, on va dire. Alors, est-ce que cette acceptation passe par le fait de dire, de pouvoir dire ce qu'on n'a pas eu l'occasion de dire? C'est une des acceptations qui fait partie du travail de deuil quand on y est confronté. Alors, dans notre culture, le dire, je pense, c'est souvent, vous avez beaucoup de thérapeutes
à l'époque qui le conseillait en disant voilà, il vous écoute, ou vous l'avez dans le cœur, ou voilà, vous pouvez toujours lui dire les choses. Je pense que le cerveau humain n'est pas dupe. Donc là, avoir l'occasion de retourner, de pouvoir retourner dans le passé et de pouvoir dialoguer, c'est une extension en fait d'un vœu que quelque part on chérit plus ou moins tous. Donc, parce que en fait notre cerveau se souvient, c'est pour ça que je vous disais la dernière fois qu'on parlait du cerveau, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que en fait notre cerveau va se souvenir des regrets et des blessures émotionnelles beaucoup plus fortement que des moments de joie. Quand vous demandez à quelqu'un comme ça, à brûle-point, de vous dire quel est le dernier moment heureux qu'il a eu, cette personne va réfléchir. Si vous lui demandez, à contrario l'inverse, elle va vous sortir tout de suite le dernier événement qu'il a blessé ou qui peut remonter plus loin. Mais il y aura moins de temps de réflexion. Parce que le cerveau est conçu comme ça. Il est conçu pour nous protéger en fait, pas pour nous rendre heureux. On appelle ça le biais de la négativité. Ça a été démontré par un psychologue qui s'appelait Roy F. quelque chose, je ne sais plus vous dire le prénom, Baumstein. Non, pas Baumstein, Baumenster, je crois. Baumstein, c'est quelqu'un d'autre. Qui dit que les expériences négatives, en fait, ont un impact plus fort sur le cerveau que les événements positifs. Donc effectivement, notre cerveau est conçu pour nous protéger. Donc ces épisodes négatifs, en fait, vous allez me dire, mais pourquoi mon cerveau il garde quelque chose qui va me blesser émotionnellement plutôt que quelque chose qui va me rendre heureux? Ça me paraît logique. C'est-à-dire que plus votre cerveau va garder de blessures émotionnelles dites négatives, plus il va se protéger. C'est-à-dire que la douleur sera toujours là, mais on va essayer d'éviter cette douleur. On va éviter parce qu'on aura une expérience, parce qu'on aura un souvenir. Quelque chose d'heureux vous impacte de manière, on va dire linéaire, de manière, vous allez le vivre sur l'instant, vous allez être content, mais le souvenir ne va pas être aussi fort, aussi conscient. Je pourrais vous dire. Les souvenirs reposent sur une activité de réseau de neurones qui vont encoder et qui vont stocker les informations vécues comme une trace, hein, ça s'appelle un engramme. Et cet engramme va jouer un rôle essentiel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir une musique, vous allez avoir une odeur, parce que c'est ce qui va vous évoquer, ce qui va évoquer notamment les souvenirs, enfin les odeurs, tout ce qui est olfactif, va faire surgir des souvenirs parce que c'est une connexion directe avec les centres émotionnels de votre cerveau. Parce que votre cerveau, il a un centre émotionnel. Donc cette connexion qui est multisensorielle va passer par ces souvenirs. Un truc tout bête. On vous dit, quand on était enfant, on vous disait ne touche pas à une flamme parce que ça brûle. Donc, je connais très peu d'enfants qui n'ont pas mis le doigt sur une flamme d'une bougie ou dans un feu de cheminée, qui ont essayé de toucher. Donc, forcément, ça brûle, ça fait mal. Je vous garantis qu'une fois que vous avez saisi la douleur de cette brûlure qui est physique, hein, mais qui va être un souvenir par la suite, vous n'y remettez pas le doigt. Votre cerveau est conçu pour vous protéger. Donc,
vous allez vous rappeler de cette douleur et vous allez l'associer au feu, à la flamme. C'est complexe. Complexe dans le sens où les souvenirs sont générés. Alors on en avait parlé dans le dernier livre je crois que c'était de Matthew Blake, Anao, où on fait appel en fait à tout ce qui est au centre du cerveau, qui s'appelle l'hippocampe, donc qui régit beaucoup de choses, et qui va traiter notamment les souvenirs. Donc, on va voir que ces deux romans, ce sont un petit peu des romans qui vont nous amener à réfléchir, à avoir une réflexion en fait sur la fragilité des relations humaines et la nécessité d'accepter les limites du temps, l'exploration des émotions, l'inspiration d'une transition vers une guérison émotionnelle. Cette limite de temps est très compliquée parce que nous sommes tous que de passage en fait. Donc nous allons croiser nécessairement des gens, nous allons vivre avec des gens qui, pour X raisons, ou même nous, vont être amenés à disparaître à un moment donné, puisque nous n'avons pas tous la même destinée, nous n'avons pas tous la même longévité. Donc ça explore un peu tout ça, et c'est oui, c'est doux amer, c'est voilà, ça nous replonge dans enfin moi ça m'a replongé, je vais pas dire ça nous replonge parce que c'est très subjectif. Moi ça m'a replongé dans beaucoup de choses, de me dire oui effectivement je peux avoir cette acceptation, je peux avoir un certain nombre de choses, mais oui j'aurais aimé avoir un café comme ça en bas de chez moi. Parce que je pense on a tous des choses à dire, faut pas se leurrer. Le troisième livre, qui est le café du temps retrouvé. Alors celui-là, il se passe dans un autre endroit. C'est pas le même café. Lui, il est dans un autre endroit. Alors c'est le café Donna Donna. Où là, on est toujours sur la même technique, le voyage dans le temps, dans le passé. Celui-là est beaucoup plus attachant. Alors celui-là, il a une dimension un petit peu occidentale, parce qu'on va s'attacher, de la manière dont le récit est fait, on va s'attacher au personnage. Là, c'est différent. Il n'y a pas cet attachement au personnage, puisque le temps, dans le premier, on va poser le décor. Le deuxième, on se dit, oui, c'est un peu la même chose que le premier. Sauf qu'on avance plus ou moins dans l'histoire et les personnages qui vont être là, qui sont des personnages récurrents, qui est le patron, la serveuse, etc., eux qui restent, voilà, on va connaître un petit peu leur histoire, on va un petit peu rentrer dans leur vie. C'est très compliqué à vous donner un petit peu sans dévoiler, parce que c'est... Voilà, j'ai pas envie de le dévoiler, parce que faut le découvrir. Donc c'est oui, très compliqué d'en parler sans dévoiler les choses. Donc le troisième, le dernier, qui est le café du temps retrouvé, se passe au café Donna Donna. Et là, on va s'attacher un peu plus, c'est pour ça que je dis qu'il est un peu plus occidental, entre guillemets, parce que la manière dont c'est écrit, on va s'attacher au personnage. Donc c'est toujours sur les, je vais dire, parce qu'il insiste vraiment sur l'interdépendance entre ce passé, ce présent, qui invite un petit peu oui, à la gratitude. Mais ça, c'est encore une notion un petit peu asiatique, la gratitude et au choix conscient pour un avenir plus serein, c'est-à-dire que le choix que l'on va faire pour que cet avenir, que ce futur soit un peu plus serein par rapport aux pertes qu'on a pu avoir. Ça reste une connotation un peu plus
plus asiatique, cette gratitude, se dire que ces gens qui ont disparu, ou les pertes qu'on a eues, ou l'expérience que l'on a eue, va nous amener une gratitude dans le futur, c'est-à-dire une sorte de bénédiction. C'était... Oui, c'est la vie, c'est... Voilà, Voilà, moi je me suis un petit peu attachée à ces trois tomes. Je pense que je vais les garder. Je vais les garder, je les prêterai, mais j'avoue que je pense que je vais les garder pour les relire dans quelques temps, parce que voilà, c'est un fabuleux conteur. Voilà. À la japonaise. J'aime beaucoup cette façon de réfléchir, d'écrire, qui en fait sont très simples. Hein. Il n'y a pas de manipulation psychologique, il n'y a pas de... Voilà, c'est un conteur. Voilà, vous asseyez près de la cheminée avec j'allais dire un bon café. On va éviter le café, avec un bon chocolat, si vous voulez, un bon thé. Et puis voilà, on se met le plaid et on lit, on se met, on s'immerge dans cet espace-temps en fait qui va s'arrêter. On est dans une bulle et voilà, cette réflexion, je pense que c'est cette petite introspection qu'on peut avoir en lisant ces trois petits volumes, et pas désagréable. Voilà, pas du tout. Voilà, je vous invite à les lire parce que c'est vraiment quelque chose qui... alors, il y aura, je pense, pas d'avis mitigé. Il y aura soit vous allez aimer, soit vous n'allez pas aimer, parce que voilà, ça ne vous touche pas, ou c'est peut-être pas le moment d'avoir cette introspection, cette réflexion sur cette gratitude, oui, sur cette acceptation, parce que je pense que c'est cette guérison émotionnelle, j'ai envie de dire. C'est presque une guérison émotionnelle. Voilà, mais peut-être à conserver dans votre meuble à livres, dans votre bibliothèque, dans ce qui vous sert de bibliothèque, en fait, voilà. Et à ressortir quand vous êtes prêt. Parce que je pense qu'il faut être prêt pour lire ces trois petits livres. C'est gratifiant, voilà. Pour moi, ça a été très gratifiant. Donc, Toshikazu Kawaguchi, Le café du temps retrouvé. Donc, je pense que c'est plutôt comme ça. Tant que le café est encore chaud. Le café où vivent les souvenirs. Et le dernier, qui est le café Donadona, Le café du temps retrouvé. Vous savez, les Japonais ont un mot qui... très spécifique, qui est comment le traduire, on pourrait le traduire, alors le mot c'est Nankuru Naisa, et on pourrait le traduire par avec le temps tout se règle. Voilà un petit peu la forme de pensée. N'oubliez pas, c'est japonais. Donc c'est une culture différente, une façon de penser différente. On n'a pas vécu les mêmes choses, on n'est pas élevé de la même manière, on n'a pas les mêmes rapports aux choses. Donc c'est pour ça que ce livre-là, ces trois petits livres, sont intéressants parce que ça nous immerge dans quelque chose qu'on connaît, parce que le deuil est universel, voilà, la relation humaine est universelle, entre guillemets, avec tout ce qui se passe, mais on peut la traiter différemment, dans effectivement cette acceptation, cette guérison émotionnelle. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas dire que j'ai beaucoup aimé, parce que le mot n'est pas assez fort. Voilà, ça m'a parlé. Ça m'a beaucoup parlé, et j'ai apprécié. J'ai énormément apprécié. Je vais le mettre en relation. Alors,
sur tout ce qui est cette acceptation, cette guérison émotionnelle, je vous ai trouvé un K-drama alors, qui n'est pas forcément sur ce thème-là, mais qui est sur le voyage dans le temps, on va dire, enfin pas le voyage dans le temps, cette temporalité différente. Ça s'appelle Signal, c'est un K-drama de 2016 qui comporte 16 épisodes et je pense que vous l'avez sur Netflix. Si vous avez envie, regardez-le, ça se regarde assez bien. Il y a pas mal de rebondissements. Donc en fait, c'est un policier fantastique, hein, ils appellent ça fantastique. Alors, le rôle principal est tenu par un Tokiwoki. C'est assez surprenant. Et en fait, ce Tokiwoki va relier un profiler du présent à un inspecteur du passé. Donc, ils vont résoudre des cas interconnectés dans cette temporalité, c'est-à-dire que des cas qui n'ont pas eu de solution, mais avec le temps et les progrès de la médecine, vont pouvoir être résolus par le biais de ce Tokiwoki et ces informations qui sont passées. Donc, par contre, ces cas qui vont être résolus vont modifier la timeline en créant des paradoxes avec des conséquences personnelles pour les protagonistes assez dévastatrices. Ce K-drama, il explore ce qu'on appelle l'effet papillon. C'est assez perturbant certaines fois parce qu'on se dit effectivement pouvoir repartir, enfin pas repartir dans le passé, pouvoir interagir avec le passé, ben forcément va transformer le futur. Et quelquefois ça ne le transforme pas forcément dans le sens où on voudrait que ce soit transformé. C'est un petit peu... oui, le Tokiwoki va agir comme un motif central de connexion temporelle, symbolisant un signal en fait, hein, c'est pour ça que ça s'appelle signal, fragile entre le passé et le présent. Donc c'est là où on va retrouver un petit peu cette connexion, où là, dans le K-drama, ça va être Tokiwoki, dans les livres, ça va être le café en fait. On peut faire ce parallèle-là, hein, qui va symboliser un espace liminal entre le passé et le présent. C'est intéressant, il y a un fantôme. Il y a un fantôme. Je ne voulais pas en parler, mais je suis obligée d'en parler. Il y a un fantôme, et ce fantôme, en fait, ça va représenter les esprits des défunts et l'impossibilité de revenir dans le présent. Donc c'est un élément, alors je ne vais pas vous expliquer qui et pourquoi et comment, mais en fait, voilà. On retrouve, il faut un biais, il faut un conducteur. Et dans ces romans, ça va être ce fantôme-là. Comme la tasse de café qui refroidit pour limiter le voyage, voilà, c'est la fugacité des souvenirs et surtout l'urgence d'accepter la réalité, hein, avant qu'il ne soit trop tard. Et tout ça, ça va être symbolisé par ce fantôme-là. Surtout toujours dans un cadre un peu, alors le dernier est dans un cadre, parce qu'il ne se déroule pas à Tokyo même, hein, il est sur l'extérieur. Donc ça va plus, c'est pour ça que je dis qu'il est plus occidentalisé, parce que le fait d'être dans un endroit extérieur, presque campagne, c'est un peu comme, oui, ça va incarner une retraite, hein, une retraite introspective, nécessaire pour guérir, pour guérir les blessures émotionnelles. Et dans le K-drama, on va retrouver ça avec ce personnage derrière ce Tokiwoki qui est cet inspecteur du passé et ce profiler du présent. On va arriver, on peut mettre les deux en corrélation où effectivement on va avoir cette introspection pour guérir les blessures émotionnelles par le biais de personnages
où ces deux personnages, qui est le passé et le présent, vont avoir une connexion avec un troisième personnage, qui lui va être la temporalité. C'est intéressant à regarder, j'ai beaucoup aimé Signal, je vous le mettrai en description aussi. Voilà. Donc, Toshikazu Kawaguchi, 3 petits tomes. Je vous invite à le lire, vraiment, vraiment. Parce que c'est... voilà, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de romance, il n'y a pas de... mais c'est attractif parce que ça réveille des souvenirs chez nous. Voilà. Et que des fois, ça, même si c'est quelquefois douloureux, ça peut faire du bien. Voilà, parce que ça nous montre le chemin qu'on peut parcourir en quelques mois, en quelques années. Voilà. Lisez-le, lisez-le. Alors, je vous avais aussi promis, je l'ai ouvert le 1er décembre à minuit, pile, le thriller de l'Avent de Franck Tilliez. Je vous ai dit qu'on ferait un petit point. Donc là, on est le 5. Voilà, le 5, parce que le 6 n'est pas ouvert. Je vous verrai à minuit. Donc, je vais pas vous dévoiler le bouquin, en fait. Hein. Donc, la première semaine, en fait, c'était... Alors, ça implique un carnet retrouvé, une disparition et surtout, un compte à rebours. Alors, c'est ce compte à rebours, moi, qui me perturbe. Parce que c'est assez tendu. Et je vous dirai un petit peu au fur et à mesure. Alors, je ne vous raconte pas l'histoire, hein, même si c'est un calendrier de l'Avent. Je pourrais toujours le prêter ou vous pourrez toujours l'acheter. Donc, je ne vais pas vous dévoiler l'histoire, mais ça part très très bien. Alors, la semaine prochaine, j'hésite beaucoup. Je pense qu'on va partir sur Ilaria Tuti, parce que j'adore Ilaria Tuti. C'est dans le thriller polar psychologique, je crois qu'on n'a pas fait mieux. C'est une de mes auteurs, c'est mon auteur préféré dans ce domaine-là. C'est un auteur qui est complètement barré. Elle est italienne. Et moi j'adhère à ce qu'elle écrit, je suis prise dès la première page, je suis vraiment prise dans le jeu dès la première page. C'est quelqu'un qui me surprend, qui m'a surprise énormément. On va commencer par le premier qui s'appelle Sur le toit de l'enfer. Et on en parlera, je vais dire, plus longuement parce qu'elle a écrit quand même pas mal. Alors, il y a beaucoup de gens qui me parlent en ce moment de Catherine Griebel, qui est l'auteur à succès de romans de thriller. Alors, moi j'adhère pas, alors pas du tout. Et je vous expliquerai un jour pourquoi, parce que je vous parlerai d'un livre de cet auteur, puisque c'est la coqueluche du moment. Je les ai lus, ces bouquins, j'en ai lu 4-5 et puis j'ai arrêté parce que ça m'a profondément agacé. Et je vous dirai les raisons. Alors, ça n'engage que moi, je vous ferai une analyse, elle n'engage que moi. Maintenant, voilà, j'ai discuté avec pas mal de monde sur les forums et qui finalement sont plus ou moins du même avis, alors pas pour les mêmes raisons, mais sont plus ou moins du même avis que moi. Donc, on en parlera plus tard. Je vous souhaite, j'espère que je n'ai pas été très confuse parce que j'ai un peu du mal à me remettre dans le bain. J'espère que ma voix ça a été. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et passez un bon moment. Voilà, à bientôt.